négatif, si vous voulez, d'Airbus Industrie et de vous-même. Je vais vous demander de changer un petit peu de place, de faire 5 mètres, car Daniel Grand-Clément, qui est là-bas, vous attend pour le crible d'Antenne 2 midi. Pour les aspects négatifs, c'est la Voilà, et les aspects négatifs, pour voir un peu ce qui va moins bien, c'est Daniel Grand-Clément, donc le procureur pour cette émission. Oui, le procureur. Vous êtes l'invité donc d'Antenne 2 parce que vous avez réussi. Maintenant, si on regarde un peu votre carrière, le déroulement de votre carrière, on s'aperçoit que vous étiez directeur des transports aériens il y a quelques années et que donc vous étiez un petit peu responsable du programme Concorde. De ce côté-là, ça a moins bien marché. Comme directeur des transports aériens, j'étais responsable des problèmes de négociation de droits de trafic, de la tutelle des compagnies aériennes, des programmes Concorde, Airbus et CFM 56. J'étais responsable en tant que président du comité intergouvernemental Airbus et en tant que du comité directeur Concorde, qui était la même chose. En ce qui concerne le Concorde, je pense que cet avion n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance parce que quand il a été lancé en 1962, les conditions du marché étaient radicalement différentes de celles qu'il a rencontrées au moment où il est sorti. En 1962, très peu de gens parlaient d'écologie, la crise des carburants n'était pas encore arrivée, le bruit autour des aéroports, tout le monde s'en moquait, et je signale quand même que l'avion devait sortir en 1969. Et vous étiez partisan donc de Concorde, vous n'avez jamais mis de réserve. Je n'avais pas émis de réserve, je n'en aurais pas émis, et je pense que c'est une chose que je n'ai pas regrettée et que personne n'a regretté. Je pense d'ailleurs que nous tirons sur l'Airbus les leçons de l'expérience Concorde. Vous me direz que c'est une formation un peu chère, mais c'est une chose qui est excellente et qui a donné un label de qualité à l'industrie européenne. Mais vous êtes toujours partisan du supersonique. Je suis toujours partisan du supersonique. Je pense simplement que la prochaine génération n'est pas pour demain. Un avion est en général bâti autour d'un moteur, et arriver à trouver un moteur qui soit économique, qui puisse faire voler l'avion à Mach 2 ou 3 et qui en même temps ne soit pas bruyant autour des aéroports, c'est une performance technique telle que je ne pense pas qu'on arrive à faire quoi que ce soit de sérieux avant les années 90, de ce point de vue-là. Alors certains constructeurs y pensent, mais ils y consacrent des sommes extrêmement limitées. Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez là en tant qu'Airbus Industrie, au nom de l'équipe Airbus Industrie, et pourtant on la sent pas tellement, cette équipe autour de vous. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour préparer cette émission, par exemple, vous avez un petit peu parlé de vos collaborateurs, mais pas tellement, et on n'a pas tellement cité le nom de Roger Béteille, qui pourtant est peut-être le véritable créateur du projet d'Airbus. Écoutez, lisez la presse, les journaux, les livres, tout ce que vous voudrez. Je dis toujours que Roger Béteille est le véritable père de l'Airbus. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il rentre des Philippines, alors j'ai préféré qu'il reste chez lui tranquille. Notre directeur commercial est en Australie, le directeur de la production est en Allemagne, nous voyageons constamment. Mais je peux vous dire qu'au contraire, nous avons une équipe qui est extrêmement soudée, précisément peut-être parce que c'est une équipe internationale dont j'ai eu le choix. On ne m'a jamais imposé de choisir tel ou tel de mes directeurs en fonction de sa nationalité jusqu'à présent, et tant que je serai là, ça sera comme ça. J'ai pu obtenir de les choisir en fonction de leurs compétences. Vous pensez, vous espérez vendre 1 millier d'Airbus. Actuellement, vous en produisez 3 par mois. Oui. Et si tout va bien, 8 en 1984. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion un peu étonnante? Non, pas du tout, parce que nous passerons à 10 en 85. 10 avions par mois, ça vous fait en comptant les vacances. Boeing en produit 28 par mois. Oui, mais il s'agit de plusieurs types. Il y a des longs courriers, nous n'en avons pas. Il y a des petits avions, nous n'en avons pas. Vous avez le 737, le 727, le 707, le 747. Et pourquoi Parce qu'ils existaient avant nous. Nous existons depuis 10 ans, nous même pas. Nous avons été créés en décembre 70. Donc ils ont eu le temps de développer des types différents. Je signale quand même que les coûts de recherche et de développement du 310, bien que ce soit un modèle dérivé donc pas cher, sont égaux à ceux d'Ariane, c'est $1 milliard. Et les coûts de développement pour le 300, c'était également ça. Donc on ne peut pas demander aux contribuables de lancer tout à la fois. Mais si ça marche, pourquoi? Si ça marche, on va le faire, et je pense qu'on va en lancer probablement une autre version à la fin de l'année prochaine. Il faut déjà que les bureaux d'études digèrent le 310, qui lui va sortir en 83, donc il est nécessaire que la charge de travail puisse être répartie en différents projets. Et puis à partir du moment où vous produisez entre 90 et 100 avions par an, un avion qui sera produit et qui sera vendu jusqu'à l'an 2000, si vous arrivez à multiplier 100 par 20, vous devez y arriver, je pense. On arrive à 2 fois 1000, donc je ne pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Mais par exemple, vous investissez plutôt de moins en moins. Vous investissez par exemple pour le lancement de l'Airbus, du premier Airbus, vous avez investi 5 milliards de francs, 1 milliard de moins pour le B10. Pourquoi cette timidité un petit peu que l'on sent actuellement? Ce n'est pas du tout une timidité, c'est que la situation n'est pas la même. Le nouvel Airbus 310 est un dérivé de l'avion existant. C'est le même fuselage, c'est les mêmes moteurs, simplement l'aile change. Je signale de surcroît que l'avion sera construit sur la même chaîne. Donc, dans les investissements qui ont été faits pour le premier type d'avion, il y avait par exemple toute une chaîne de montage flambant neuve.
et qui coûtait horriblement cher, alors que là, on va se contenter d'un ou deux postes de plus. Il faudra un second hall de peinture à l'aérospatiale à Toulouse, parce que le hall actuel ne passe que 4 avions par mois. Il faudra un autre abreuvoir, c'est l'endroit où les avions sont remplis. Mais je veux dire, les investissements sont relativement limités par rapport à ce qui était nécessaire pour un avion entièrement nouveau. Et c'est là notre chance, par rapport à notre concurrent américain, de 767, qu'il y a eu d'investir sur un avion totalement neuf des sommes considérables, qui sont 3 à 4 fois supérieures aux nôtres. Bien, merci. Le procès est terminé. Bien, Bernard Latière, vous nous rejoignez. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Depuis le début de ce journal, nous attendions, vous le saviez, une liaison directe par satellite avec notre envoyé spécial en Iran, Jacques Aboucha, pour faire le point. Eh bien, je viens de l'apprendre, alors que tout était prêt, que tout le monde était finalement d'accord, aussi bien les Iraniens que les responsables des télécommunications françaises, toute la technique. Mais nous n'avons pas de liaison satellite. Il est américain, ce satellite, et les Américains, les journalistes américains l'ont réservé pour toute la journée. C'est une prise d'otage, en quelque sorte. On peut peut-être dire aujourd'hui, si Ariane était né plus tôt, non, monsieur Curien? Et oui, si Ariane était né plus tôt, on aurait peut-être plus de satellites européens et français déjà dans l'espace, mais nous en aurons bientôt. Et puisque le gouvernement français a décidé cette année de se doter pour les années qui viennent d'un système de télécommunication spatiale, Télécom 1, puis d'un système de télévision spatiale, puis d'un système d'observation spatiale. Donc nous marquons vraiment à partir de 80 un départ énorme de nos activités dans l'espace en France et en Europe. Ariane, comme Airbus, c'est un succès européen. C'est un conglomérat de sociétés. C'est le deuxième exemple de réussite européenne. C'est pas un conglomérat, c'est une synthèse. Une synthèse, si vous préférez. Mais justement, avant, disons que les synthèses, on en retrouvait que les grosses difficultés. Il semble que maintenant, on en récolte les bénéfices. Oui, mais absolument. Nous avons d'ailleurs constaté, à propos de ce premier tir d'Ariane à Kourou, une véritable cohésion entre toutes les équipes, que ce soit les équipes du côté de l'État, du CNES, ou du côté des industriels, de tous les industriels qui ont travaillé à ce programme, et une cohésion aussi entre tous les pays d'Europe qui ont fait d'Ariane leur programme. Et on sent cette cohésion. Quand tout va bien, on s'aime, et puis c'est tout. Ou on s'aime moins. Et quand les choses sont un peu difficiles, on voit vraiment si on s'aime. Eh bien là, on a vu que tout le monde voulait que ce programme réussisse, et il a réussi. Et on l'a vu parce que il y a eu quelques difficultés. Il y a eu quelques difficultés qui sont tout à fait naturelles. Quand on a un programme tel que celui-là, on essaie tout ce qu'on peut au sol. Alors on essaie tout ce qu'on peut des différents étages de la fusée, des différents systèmes de la fusée. Et puis on fait tous les perfectionnements, toutes les corrections qui sont nécessaires. Et puis on essaie tout ce qu'on peut des installations de la base de lancement, tout. Et puis on amène le lanceur sur la base de lancement, et voilà, maintenant il faut tester l'interface entre ce qui se passe entre le lanceur lui-même et la base de lancement. Alors là, on ne peut le faire que lors du premier essai en vol. Alors naturellement, on découvre là toutes sortes de petites imperfections, et il faut y faire face extrêmement vite, parce que quand le décompte est lancé, il y a des points de non-retour. Alors c'est là qu'on sent vraiment que les gens en veulent, qu'ils connaissent leur programme, qu'ils le connaissent à fond, et qu'ils sont les uns à côté des autres, et c'est pourquoi on a réussi. Comment avez-vous réagi à une certaine ironie, disons, des journalistes, de tous les journalistes, nous aussi, le genre de titre, Ariane, la fusée sol-sol? C'est amusant, mais comment avez-vous réagi? C'est amusant à la limite, pas tellement pour ceux qui étaient dans le bain et qui avaient à réussir. Mais enfin, il faut en prendre le côté amusant, et l'essentiel, c'est de réussir. Vous vous intéressez au problème de satellites, de fusées? Oui, je m'intéresse aussi à l'expérience Ariane, parce que ce qui est fondamental dans ce qu'a dit tout à l'heure M. Curien, c'est d'arriver à tenir une équipe quand les affaires ne marchent pas. Nous, en 1976, nous avons vendu un seul avion, on a réussi à tenir une équipe internationale. Et je crois que le point fondamental, c'est d'avoir une autorité centrale dans ces programmes, et qui soit vigoureuse. Justement, on parlait de Concorde tout à l'heure, c'est ce qui a manqué dans le système de Concorde, où il y avait 4 industriels pratiquement à égalité, et avec un système de comité, sans exécutif qui pouvait prendre les décisions. Et je crois que dans le programme Ariane, et comme dans le nôtre, c'est un point très important. Je crois aussi que ces deux programmes sont l'exemple de ce que peut faire l'Europe quand elle s'unit. D'autres programmes sont l'exemple de ce qu'elle peut faire aussi quand elle n'est pas unie. Et c'est un des points importants, je crois, de ma réflexion d'aujourd'hui, c'est que entre le monde islamique, 900 millions d'habitants, qui est l'arme du pétrole, qui se réveille, et dont je rappelle quand même qu'entre 632 et 732, ils ont promené leurs cavaliers depuis Médine et Melamec jusqu'à Poitiers, date connue, qui ont l'arme du pétrole, comme les Anglais avaient l'arme du charbon au moment de la première révolution industrielle, qui maintenant sont fanatisés par un certain nombre de détonateurs, dont l'Iran.
où d'ailleurs il ne faut pas voir quelque chose d'extraordinaire. Il faut quand même se rappeler, nous Français, que Robespierre devait être considéré en 1792 comme l'ayatollah de l'Europe, parce que les têtes tombaient et puis il amenait des choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas. Mais quand même, il faut faire attention à cela. Il faut faire attention aussi, en fonction des problèmes de pénurie d'énergie que cela pourrait poser, au sort des pays vraiment sous-développés qui n'ont ni pétrole ni industrie de pointe et qui vont se trouver peu à peu accumuler la famine. La faim est directement liée à une pénurie d'énergie. Alors entre ce côté explosif-là, l'explosion éventuelle dans ces pays très sous-développés, le fait que les super grands risquent de grignoter l'Europe dans les domaines de haute technologie, si nous n'y sommes pas, qu'est-ce qui va nous rester d'ici une dizaine d'années? Il va nous rester 50 millions de chômeurs et nos yeux pour pleurer. Donc nous sommes obligés d'être dans ces secteurs de pointe qui, par rapport au textile, en concurrence avec l'Asie, pour prendre cet exemple-là, est un secteur dans lequel nous pouvons, nous, avoir notre place, même en face des super grands. Et nous devons le faire parce que c'est notre sauvegarde. Comme il s'agit de projets d'un coût très élevé, qu'il s'agisse d'Ariane ou de l'Airbus ou de n'importe quoi d'autre, je ne crois pas que ce sont des choses qu'on puisse faire maintenant à l'échelle nationale. Donc je pense que l'union de l'Europe, mais vraiment physiologiquement, biologiquement, est une nécessité à la survie d'un certain niveau de vie et d'une certaine influence de l'Europe et des idées européennes de liberté individuelle, de dignité et de fraternité qui doivent être les nôtres. Monsieur Latière, vous avez été attaqué tout à l'heure par Daniel Grand-Clément sur certains problèmes. D'autres personnes vous attaquent en tant que constructeur d'avions. On dit que vous faites des engins qui sont bruyants, premier reproche, qui sont polluants, deuxième, qui sont de gros consommateurs de pétrole, de kérosène. Alors pour une fois, on va renverser un peu les rôles. Vous avez devant vous Madame Lepage qui défend, elle, les défenseurs de l'environnement. Vous avez des réponses à donner à toutes ces accusations? D'abord, je n'ai pas le sentiment du tout qu'on ait été, en tant qu'Airbus alors, attaqué par les associations d'environnement. Au contraire, je peux dire que dans tel ou tel pays, l'aide des associations d'environnement nous était en quelque sorte acquise contre la compagnie pour lui dire laissez tomber vos vieilles machines bruyantes et puis prenez une machine moderne, non polluante, etc. En ce qui concerne l'économie d'énergie, je rappelle quand même un chiffre qui vaut ce qui vaut, c'est l'ordre de grandeur qui est intéressant, c'est que l'Airbus, par passager, consomme 4,5 litres au 100. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup de voitures qui en font autant, mais c'est quand même très important. Sur les problèmes de bruit, bien, c'est l'avion le plus silencieux qui vole actuellement, on le sait. Mais c'est pas à moi de le dire, j'aimerais autant que ce soit vous qui disiez ce que vous pensez de ces problèmes d'aviation et des collégiens. Il est un petit peu difficile, lorsqu'on est en présence de l'Airbus, de justement critiquer, car l'Airbus est l'avion qui probablement a fait le plus d'efforts dans la protection de l'environnement au sens large, c'est-à-dire précisément le bruit, la pollution atmosphérique, disons que ce n'est pas le problème principal. Aux États-Unis, je crois qu'on a calculé à 2% la part revenant à la pollution des avions dans la pollution atmosphérique, donc c'est quelque chose que je considère comme relativement peu important eu égard au problème de bruit. Pour donner quelques chiffres, il y a 1 à 2 millions de Français qui sont situés à proximité des aéroports. Lorsqu'on est situé dans un rayon de 6 km autour d'un aéroport, on supporte des nuisances de l'ordre de 85 à 95 décibels. C'est quand même considérable, c'est plus que considérable. Et je ne crois pas que ce soit uniquement un problème humain, c'est bien cela qu'il faut voir. Il y a un problème humain certes, mais il y a également un problème économique et social de la pollution du bruit. Car qui dit nuisance de cette importance dit conséquences sur la santé des gens, sur l'utilisation des médicaments, sur la sécurité sociale, sur l'emploi, la productivité, les accidents du travail, sur l'économie proprement dit, c'est-à-dire les logements des gens, la dépréciation de l'environnement, etc. Donc c'est un problème beaucoup plus large et je crois qu'il doit être posé en termes extrêmement larges. Encore une fois, l'Airbus est un des avions effectivement le moins nuisant et il est beaucoup moins sonore que ses concurrents. Ça, je crois qu'il faut le dire. Mais je suppose que vous souhaitez un avion encore moins bruyant. Oui, moins mais polluant. je crois que c'est très difficile. Enfin, d'après les études que j'ai vues, je ne crois pas que dans les 50 ans à venir, on puisse attendre des avions qui fassent moins de bruit, de l'ordre de 2 à 3 décibels. C'est tout ce qu'on peut espérer. Vous savez, il faut voir les choses aussi telles qu'elles sont et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur un plan personnel. Le niveau de bruit de l'Airbus fait que pratiquement dans tous les grands aéroports du monde, on n'entend pas l'avion en dehors de l'enceinte même de l'aéroport. On n'entend pas. Si je peux vous raconter, oui, les 25, une histoire très brève, quand on a fait les essais de bruit au décollage de l'Airbus, on les a fait faire en Angleterre, parce qu'on voulait que ce soit honnête, n'est-ce pas? Et comme l'avion n'avait pas des moteurs Rolls, on était sûr que les Anglais allaient être honnêtes. Bien.
Alors, l'avion a décollé, et puis on s'attendait à 93-94 décibels, ce qui est en gros le bruit d'une autoroute, à peu près. Et on est arrivé avec des mesures qui nous donnaient 105. Alors on dit qu'est-ce qui se passe, recommencer, et ils ont de nouveau recommencé 105. Bien. Alors on dit les Anglais c'est du sabotage, ils n'étaient pas encore dans l'opération, qu'est-ce qui se passe? Alors on a dépouillé les enquêtes, et puis on s'est aperçu qu'ils avaient mis les micros à Heathrow en bordure de l'autoroute, et que c'était le bruit de l'autoroute qu'on entendait dans les micros, que l'avion est passé en dessous. Il est considéré d'ailleurs comme un avion 20% moins bruyant que tous les avions actuellement utilisés à Heathrow, y compris les aéroports très modernes. Mais ce que vous dites, madame, est tout à fait vrai. La nouvelle génération d'avions qui viennent, comme le 310 ou le 767, seront un petit peu moins bruyants que l'Airbus parce qu'ils sont moins gros. De 15 ou 20%, mais ça n'ira pas. Et puis maintenant, nous avons quand même atteint un niveau de bruit qui est homogène, qui, à mon avis, devient supportable par rapport à ce que c'était avant. On arrose 35 fois moins de personnes en surface qu'un 727. 35 fois moins. Si je peux ajouter juste un tout petit mot très rapidement, je crois quand même que le problème du bruit doit être un problème qui doit être résolu, puisqu'on ne peut pas le résoudre à la source, et bien il faut le résoudre au sol. Et par conséquent, je crois que ce qu'on peut demander, c'est une politique d'aménagement du territoire qui soit beaucoup plus stricte que celle qui est actuellement. Bernard Latière, vous avez invité dans ce studio Yves Coppens, sous-directeur du Musée de l'Homme. C'est parce que les problèmes de l'évolution humaine vous passionnent? Oui, me passionne. Et puis c'était aussi parce que je pense qu'on vit une période extrêmement agitée, extrêmement inquiétante pour chacun, dans la mesure où il est agité, où on a l'impression qu'en 10 ans, l'humanité, sa façon de penser, la science elle-même a énormément changé, et la vôtre, je crois, en tête, puisqu'elle a fait plus de progrès en 10 ans que depuis qu'elle existe. Et je voulais, à travers ça, et peut-être aussi les problèmes d'astrophysique dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, essayer de replacer, comment dire, les événements humains qui nous préoccupent tant à leur juste toute petite dimension par rapport au total. Et peut-être vous demander, puisque vous savez ce qui s'est passé jusqu'à présent, si vous avez une idée de ce qui allait se passer après. On a l'impression que l'humanité est prise dans une mutation intellectuelle et scientifique fantastique depuis quelques années, et puis c'est pas en quelques années qu'on aura changé les gènes des uns ou des autres, sauf si on se met à les tripoter nous-mêmes, ce qui apparemment n'est pas exclu. Et on a un peu le sentiment qu'il y a une dissociation entre l'évolution de l'homme et l'évolution de sa pensée. Technique, oui. Oui, je dois d'abord vous dire que ces notions de temps sont extrêmement importantes, et que ça m'amuse de vous entendre parler d'un quart d'heure de retard. Du coup, l'Airbus prend un point en moins. Qu'est-ce que c'est qu'un quart d'heure, grand Dieu? Et lorsque vous me disiez tout à l'heure que je n'aurais pas le temps de m'exprimer, j'aurai toujours le temps, puisque on travaille à l'échelle de l'éternité dans ce domaine. Alors, ce qu'on a trouvé depuis quelques années, c'est que l'homme est très ancien. Beaucoup plus ancien que l'on imaginait, puisque on imaginait à l'époque où j'étais à la Sorbonne qu'il avait un petit million d'années. Aujourd'hui, il atteint 2, 3, peut-être 4 millions d'années. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 4 au moins son ancienneté. D'autre part, il s'agit de l'homme au sens propre du terme, mais ses ancêtres, on estime aujourd'hui que ses ancêtres ont plusieurs dizaines de millions d'années. Donc un des grands résultats, si vous voulez, de ces 10 ans dont vous parliez, un petit peu plus peut-être, de la dernière quinzaine d'années, c'est qu'on s'est aperçu que l'homme était extrêmement ancien et qui plongeait très profondément dans le monde animal. Et le fait qu'il plonge très profondément dans le monde animal signifie qu'il est encore aujourd'hui extrêmement soumis à toutes les lois biologiques, et c'est un peu ce décalage dont vous parliez. Il est bien évident qu'on est en développement exponentiel de la technologie, mais que l'on demeure extrêmement soumis aux lois de notre corps, et on n'est pas prêt de quitter cette contrainte. Oui, la différence maintenant, peut-être, c'est que l'homme qui était avant entièrement soumis au déterminisme de l'évolution, si tant est qu'elle soit déterministe, l'est un peu moins maintenant, en ce sens qu'il a trouvé le moyen, il peut rayer la terre de la carte s'il en a envie, ou s'il se trompe un peu. Et c'est un peu ça qui est évidemment effrayant. Oui, mais c'est tout de même très négatif. Alors, Yves Coppens, si vous voulez bien, on va remonter alors de quelques secondes en arrière. On va remonter sur les traces et les pas de Lucie que vous avez découvert. L'origine de l'homme, donc, avec Georges Leclerc, qui a repris des images qui viennent, je crois, d'un secteur bien particulier que vous connaissez tout particulièrement. Les premiers pas de l'homme, donc, en retrouvant Lucie.
Ces ossements, à l'apparence anodine, datent de 3 millions d'années. Ils proviennent des membres inférieurs de l'un de nos ancêtres. Ce n'était pas un singe ni un gorille, ce n'était plus un orang-outan, mais ce n'était pas encore tout à fait un homme comme on le connaît aujourd'hui, un homo sapiens. Les chercheurs de l'équipe franco-américaine ont donc découvert ces ossements dans une vallée quasi désertique de l'Éthiopie. Un genou et 2 morceaux de fémur se trouvant près de la hanche. Avec ces ossements, ils ont pu prouver que déjà à cette époque, l'homme marchait sur 2 jambes et non pas à 4 pattes. Il mesurait probablement entre 90 et 105 cm, donc il était très petit. Les chercheurs qui fouillent notre passé et qui reconstituent nos ancêtres grâce à des minuscules fragments d'os ont donc fait une découverte très importante. Pourtant, cet homme, ce n'est pas le plus vieux du monde. La recherche de nos ancêtres est une tâche très compliquée. Où fouiller, ou ne pas fouiller dans le vaste monde? Cette fois, c'est un géologue qui a donné des indications précises sur les nouveaux lieux où aurait pu vivre notre ancêtre. Ayant entendu parler des célèbres fouilles de la vallée de l'Omo que vous voyez ici, un géologue français eut l'idée de rechercher la trace de l'homme un peu plus au nord, près de la mer Rouge, dans la vallée de l'Afar. À cet endroit, j'ai découvert le site de la Dare qui a fourni les restes d'hominidés. Et c'est en étudiant les dépôts sédimentaires des anciens lacs d'il y a 3 millions d'années que j'ai découvert des couches très riches en ossements. Et c'est ce qui a permis la découverte de ces hommes. Ce lieu ne fut pas choisi au hasard. Il est en fait à la jointure des 3 blocs qui aujourd'hui s'écartent. Mais il y a 3 millions d'années, la mer Rouge était probablement un lac, et l'homme, dans sa conquête de l'Ouest, est peut-être passé par là. Si l'on représente, si vous voulez, la carte du monde comme si on faisait un film, cette carte du monde à 5 millions d'années donne 1 point en Afrique, à 4 millions d'années, elle donne quelques points en Afrique, à 3 millions d'années, elle donne un petit peu plus de points en Afrique, et à 2 millions d'années, elle donne tout d'un coup des points en Europe et en Asie. Autrement dit, tout se passe comme si l'homme, à partir d'un foyer africain, s'était étendu à l'ensemble de l'ancien monde, puisque l'Amérique n'est atteinte qu'à une époque apparemment beaucoup plus récente. Comme le font aujourd'hui les animaux, l'homme a dû lutter sans arrêt pour sa survie dans un milieu hostile. Du haut de ses 100 cm, il devait affronter des véritables monstres comme des crocodiles géants ou des tigres à dents de sabre. What?